Patricia Miralles, bonjour. Bonjour. Bienvenue, ministre déléguée chargée aussi de la mémoire. On va en parler parce que nous sortons de cette phase de commémoration des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Comment l'avez-vous vécu, vous qui avez été dans des cérémonies, qui avez participé à tout cela? Alors, c'était pas la première fois, évidemment, que je me rendais sur place. J'ai vécu, je dirais, quelque chose d'un peu différent, puisque 80 ans, c'est toujours un événement qui est beaucoup plus médiatisé. Au mémorial de la Shoah, le matin, avec le président de la République, le président a fait une émission avec Esther Senot et d'autres jeunes. Et puis moi, je suis restée avec des ambassadeurs de la mémoire. Les ambassadeurs de la mémoire, ce sont des lycéens ou des collégiens qui travaillent sur un camp et qui expriment, je dirais, leur ressenti en réalisant une œuvre. Et ce qui était intéressant, c'est comment eux ressentaient les choses. Et j'ai été vraiment marquée par ces jeunes. Un qui m'a vraiment marquée parce qu'il avait compris. Et je pense que jusque-là, il n'avait pas compris exactement ce qu'il s'était passé. Et donc lui, ils ont matérialisé leur œuvre par une brique. Parce que pour eux, la brique, la pierre, c'est quelque chose qui reste. Et on voit bien que dans les camps, pour qu'on ne sache pas exactement ce qui s'était passé, souvent, il y a eu cette destruction qui ne permettent pas, si on parle de Treblinka ou de Birkenau, on a du mal à voir exactement ce qui s'est passé. À Auschwitz, c'est plus, je dirais... plus visible, plus sensible. Voilà. On se rend compte parce que vous voyez les chaussures, les valises, les cheveux, ces vêtements d'enfants, voilà, la vaisselle, et on se rend compte de l'indignité dans laquelle ils vivaient. Ce jeune a compris ça, et je crois que c'est ça l'intérêt, c'est que notre jeunesse dise ça a existé. Ces ambassadeurs de la mémoire, ils vont pouvoir remplacer en quelque sorte les témoins survivants qui eux disparaissent? Oui, je dirais que d'abord ceux qui, pour moi, pourront être les prochains ambassadeurs, c'est les guides. On a des guides de qualité aujourd'hui. Et ces guides, ils voient aussi les déportés, puisqu'il y avait des déportés qui ont témoigné d'ailleurs. Et donc ces guides sont là, je pense qu'ils seront là aussi pour continuer cette transmission auprès de la jeunesse. Il est important, je lis parfois dans les réseaux sociaux, je vais le faire à la lecture de ce que j'ai vu. Ah, c'est bon, hein? Ils vont pas nous en raconter encore pour 80 ans, ou ça n'a pas, c'est faux, ça n'a pas existé. C'est ça le combat qu'on doit mener sur la mémoire. Ça se fait dans une période où, depuis le 7 octobre 2023, il y a un puissant retour de l'antisémitisme sous toutes ses formes. Est-ce que cet antisémitisme profond, il n'est pas plus fort que tous les ministres, que toutes les commémorations? Eh bien, je pense que chaque Français doit se battre. Chaque Français doit se battre sur l'antisémitisme, sur le racisme qui monte. Est-ce que l'avenir de nos jeunes, de nos enfants, qui vivent aujourd'hui au présent, doit être simplement influencé par les réseaux sociaux, ou est-ce qu'ils doivent eux-mêmes construire leur avenir? C'est ce que je leur dis. Il faut qu'ils fassent des choix. Et les choix, eh bien, ils ne doivent pas être orientés par les réseaux sociaux. Et c'est ça le risque aujourd'hui, c'est que cette mémoire se dilue, soit frelatée par les réseaux sociaux, et que l'enseignement fondamental, lui, n'y arrive plus. D'abord, il faut remercier les enseignants, parce qu'on a des enseignants qui sont de vrais hussards de la République. On a des enseignants, moi j'ai vu des enseignants d'éducation sportive amener des élèves dans des quartiers populaires qui étaient assez éloignés de l'histoire, que l'on lit sur les papiers glacés, etc. Et par le sport, en allant chercher un déporté qui était sportif, et donc qui rentre dans l'histoire et dans la mémoire de cette façon-là. Je crois qu'il faut utiliser tout ce que l'on peut pour faire comprendre à ces jeunes qu'ils se mettent en danger parfois, et donc leur avenir, ils doivent s'en saisir et ils doivent faire les bons choix. Pour d'autres enseignants, c'est compliqué d'évoquer la Shoah en classe. Oui, ça peut être compliqué, comme ça peut être compliqué aussi de parler de la guerre d'Algérie. Et donc quand on intervient, moi j'interviens beaucoup dans les écoles, quand on intervient, finalement, on est des passeurs de mémoire. Ce n'est pas le professeur qui pourrait être jugé par ce qu'il dit. Quand vous recevez un déporté ou une déportée, comme le font Ginette et Esther, qui ont un agenda de ministre d'ailleurs, hein. Tous les jours, elles continuent inlassablement à aller dans les écoles. Et je leur ai proposé d'ailleurs, je vais me rendre dans une école avec elles, parce que je pense que c'est bien aussi qu'ils puissent se rendre compte de la parole et du témoignage d'une déportée, mais aussi de ce que nous portons dans mon ministère avec la mémoire
et dire qu'il faut regarder la mémoire en face. Quand Caroline Yadan, hier députée, dit attention, il y a un parti LFI qui dit que l'antisémitisme est résiduel, ça crée un incident à l'Assemblée nationale et LFI proteste. Oui, bon, je dirais que LFI proteste surtout. Donc, c'est comme ça. C'est à nous de nous battre, c'est à nous de montrer aux Français. Enfin, moi, je suis aussi une élue locale. Quand je suis dans le local et quand je discute avec le Français, voilà, lambda, qui est là, qui peut être mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, ils en ont assez. Et ils ont envie, aujourd'hui, avec l'histoire que l'on raconte à nouveau, ils veulent que ça cesse. Voilà, les Français en ont assez. Assez tohu-bohu. Vous évoquiez la guerre d'Algérie, ça c'est un pan de la mémoire qui est difficile. Vous êtes directement concerné par votre histoire familiale, par l'histoire de votre région. Vous êtes élu du côté de Montpellier. L'ambassadeur français est convoqué aujourd'hui en Algérie. Cessez vos provocations, dit l'Algérie à la France. Que répondre ? Je dirais que d'abord, il faut toujours rester prudent. À quoi ça sert de se fâcher avec un pays ? En revanche, on a notre histoire, notre propre histoire sur l'Algérie. Et moi, je dis, aujourd'hui, je peux pas aller en Algérie. Je ne sais pas où mes parents sont nés. Je ne sais pas où mes parents ont été à l'école. Je ne sais pas où ma sœur est née. Je ne connais pas mon histoire. Vous êtes j'ai 100 ans persona d'histoire. non grata là-bas ? Non, je ne sais pas si vraiment j'étais une personne non grata, mais y aller en famille pour découvrir les 100 ans de ma famille, eh bien, c'est aussi difficile. Donc ça, je me dis, il faut qu'on se batte pour qu'on puisse continuer à échanger entre ces deux rives de la Méditerranée. L'histoire, elle est ce qu'elle est. On ne va pas réécrire l'histoire. Mais une fois de plus, regardons vers l'avenir. À quoi ça sert tout ça ? Alors la vie politique, c'est aussi la recherche de majorité, aussi possible de l'absence de censure. Est-ce que François Bayrou a eu tort hier de maintenir le mot de submersion pour l'immigration face aux socialistes ? Je vais vous donner mon interprétation. D'abord, François Bayrou, toute sa vie, a été un grand humaniste. Je pense qu'il a été pris par les émotions en allant à Mayotte. Moi, je ne suis pas allée à Mayotte. Et c'est pour ça que j'aurais suffisamment de recul pour penser que, effectivement, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, lui a donné tout d'un coup des sentiments. Le maire de Mamoudzou, d'ailleurs, le soutient ce matin. Ouais, et en politique, je crois que si vous exprimez un sentiment, de suite, il y a un jugement derrière. Je crois qu'hier, il a essayé d'expliquer plusieurs fois qu'il ne souhaitait pas, évidemment, pour les Mahorais, que cette situation continue. Et il a alerté en disant et si on ne faisait rien, eh bien tout cela pourrait déborder aussi sur d'autres îles, évidemment des Outre-mer, et peut-être en France. Et c'est ça ce qui a je dirais, mis le feu aux poudres. Mais voilà. Il y a aussi l'accusation de rechercher une forme de neutralité, de bienveillance du Rassemblement national. Je ne sais pas si vous avez entendu Marine Le Pen à la sortie de l'hémicycle, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Donc je pense que Elle veut des actes, elle dit ce sont que des mots, ça vaut rien. Exactement. Donc on n'est pas dans un calcul. Alors la semaine dernière on faisait des cadeaux socialistes et là on caresse un peu le RN dans le sens du poil, quoi. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il est Premier ministre. Il sait que la situation est difficile, que personne dans l'hémicycle a la majorité. Et donc il faut discuter avec tout le monde pour l'intérêt de la France, pour pouvoir faire voter un budget, pour pouvoir avancer, parce qu'on pénalise tout le monde, y compris les entreprises et les salariés, mais même aussi les retraités, les fonctionnaires, tout le monde est pénalisé par cette situation. Les élus locaux réclament un budget, les chefs d'entreprise réclament un budget. Est-ce que vous pouvez garantir qu'il y en aura un la semaine prochaine ? Déjà, nous allons voir la CMP, ce que donnera la commission mixte paritaire le 30 janvier. Voilà, demain, ils commencent leurs travaux, ça peut durer quelques heures ou quelques jours. Oui, mais je crois qu'il faut aussi considérer tous les efforts que les ministres ont faits sur leur propre budget pour trouver des économies. Ça, je trouve que c'était l'intérêt majeur. Et puis, on verra le 3 février quand le vote passera à l'Assemblée nationale. Mais moi, j'appelle évidemment à ce que tout le monde soit raisonnable et se dise que parfois, il faut savoir faire de bons compromis dans l'intérêt général. Votre budget, le budget de la mémoire, le budget des anciens combattants, il est raboté lui aussi ? Alors, au départ, il n'était pas question, en tous les cas, qu'on touche au budget des armées. C'était vraiment un accord que nous avions. Donc moi, j'ai trouvé, pour participer, je dirais,
à la solidarité gouvernementale, j'ai trouvé la possibilité d'avoir 51 500 000 euros d'économie, mais qui ne touche pas vraiment mon budget parce que c'était une ligne budgétaire qui existait. Et j'avais déjà demandé, quand j'étais ministre pendant les 28 mois avant, c'était une ligne budgétaire qui existait pour les grands invalides de guerre, sachant qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de grands invalides de guerre, et ça m'a permis de récupérer cette somme d'argent, et je vais pouvoir garder mon budget et faire ce que je veux. Voilà, donc on peut trouver des économies, il faut trouver de bonnes économies, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais je crois qu'il est important que chacun puisse participer à cette solidarité et ne pas laisser à nos enfants une dette colossale. On est à 3300 milliards. On commence déjà à parler des municipales. À Villeneuve-Saint-Georges, LFI est en tête, la droite est divisée. À Montpellier aussi, chez vous, il y a une offensive LFI. Bien sûr. Quel est leur but ? Si vous gagnez des grandes villes aux municipales, vous avez plus de chances d'avoir une assise pour les présidentielles. Ça vous fait des signatures, des parrainages. C'est Bien Mélenchon sûr. qui prépare sa candidature. Oui, comme à chaque fois d'ailleurs. Vous pensez qu'on aura d'ici là d'autres élections ? Vous pensez que la dissolution peut être une solution à l'été prochain pour dire aux Français, écoutez, on s'en sort pas avec cette assemblée, retournons devant les urnes ? C'est possible. C'est possible. Moi, j'entends les Français aujourd'hui qui sont agacés. Et d'ailleurs, on voit les 2 élections partielles qui enlèvent un siège à LFI, un siège au RN. Je crois que c'est aussi le reflet de l'expression, je dirais, par le vote, puisque chaque électeur a une voix comme le président de la République. Les censeurs sont censurés. On peut dire ça. Est-ce que ça peut permettre le rassemblement d'un vrai camp central, réformiste, allant du centre-gauche au centre-droit ? Moi, j'y crois. J'y crois parce que c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends dans la rue. Les gens en ont assez. Donc, si vous ne voulez pas des extrêmes d'un côté ou de l'autre, eh bien, à ce moment-là, construisons les choses. Construisons un avenir pour les jeunes. C'est eux, aujourd'hui, qui doivent aussi impulser, s'exprimer. Et on peut s'exprimer, on peut discuter, on peut être autour de la table, trouver chacun des points communs. On aura toujours des différences. Moi, j'ai des différences avec les LR. Aujourd'hui, j'ai des différences aussi avec le PS. Mais enfin, dans l'intérêt général, je peux trouver des solutions. Est-ce qu'une des solutions, c'est la proportionnelle ? Alors moi, j'ai toujours été contre la proportionnelle. Je m'interroge aujourd'hui. Ça peut être une nécessité, mais on sait que ça peut provoquer aussi de l'instabilité. C'est pour ça que je crois qu'il faut avoir des discussions sérieuses pour voir s'il est temps, peut-être. Il est peut-être temps. Aujourd'hui, je m'interroge encore. C'est une interrogation qu'il va falloir trancher quand même. Bien sûr. Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, merci et bonne journée. Et merci pour votre bleuet. Oui, je suis fier de le porter. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve demain, 7h45. Votre invité sera Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA.